C'est arrivé l'an dernier, quelques jours avant Noël. Ma femme, Julia et moi avons dû aller au centre commercial à la dernière minute pour acheter des décorations et le repas avec notre fils, Danny. Le centre commercial se remplissait de seconde en seconde. J'ai dit à Danny de rester près de moi, mais quelques secondes plus tard, quand j'ai regardé, mon fils avait disparu. Nous avons fouillé chaque magasin, criant son nom. L'angoisse m'a noué l'estomac. Julia s'est mise à pleurer. Nous parlions à la sécurité pour qu'ils nous aident à retrouver Danny quand nous avons entendu une annonce. Attention client, un de nos agents de sécurité a été retrouvé mort dans les toilettes des hommes. Restez calme et à l'intérieur du bâtiment. Soudain, un agent nous a montré des images d'un autre agent menant Danny par la main vers les couloirs arrière. Là, c'est notre fils. Appelez votre agent. J'ai vu le visage du garde pâlir. Il a dit que l'homme sur la vidéo n'était pas leur collègue. L'uniforme qu'il portait appartenait en fait au cadavre trouvé dans la salle de bain. Julia s'est effondrée en larmes sur le sol. Le visage innocent et impuissant de mon fils a surgi devant mes yeux. Les flics seront là d'une minute à l'autre, monsieur. Mais je n'ai pas attendu. Monsieur, attendez, il pourrait être armé. Je m'en fichais. C'était mon Danny là-bas. J'ai poussé la porte réservée au personnel et suis entré dans un étroit couloir en béton. Des spots étaient alignés au plafond, à moitié grillés, projetant des ombres saccadées qui bougeaient avec moi. J'ai couru devant des débarras pleins de cartons et j'entendais Danny hurler. « Papa! Papa !» J'ai suivi sa voix et ai défoncé la porte d'un grand débarras. L'homme tenait Danny suspendu en l'air. Un bras serrait sa poitrine, l'autre pointait un couteau sur lui. Les petits pieds de Danny s'agitaient faiblement. Son visage était rouge d'avoir pleuré. « Reculez !» a-t-il averti. « Lâche-le !» J'arrivais à peine à parler. « Il n'a que 6 ans, s'il te plaît. » Je m'en fiche. C'est ma clé pour sortir de ce centre commercial sans problème avec la police. Danny pleurait, tremblant violemment. Ses petites mains étaient tendues vers moi. Je savais qu'un seul faux pas pouvait coûter la vie à mon fils. Je devais donc être malin. J'ai levé les bras en signe de reddition et dit « Écoute, tu veux sortir d'ici? Non, je vais t'aider. Laisse-le partir et prends-moi en otage. Je promets de coopérer. » L'homme s'est gratté la tête avec le couteau, puis a regardé Danny et ensuite moi. « C'est un piège que tu essaies de me tendre? Parce que si oui, je vais tirer. Non. Prends-moi, laisse-le partir. Écoute, la police arrive. Tu dois m'écouter maintenant. » Mes mots l'ont convaincu et il a libéré Danny. Il a couru vers moi à petits pas et je l'ai serré dans mes bras. Il pleurait, craignant que l'homme puisse encore lui faire du mal, mais je l'ai calmé et lui ai dit de rejoindre maman, que tout irait bien pour moi. Mais soudain, j'ai entendu des pas précipités venir vers nous. L'homme m'a attrapé par le cou et a placé le couteau sur mon front. Les flics ont défoncé la porte. Danny était toujours là, m'appelant, en pleurs. Un policier l'a pris sur ses genoux pendant que 3 autres disaient à l'homme de me lâcher, mais il les a menacés, disant que si quelqu'un tentait de l'arrêter, il me tirerait dessus. J'ai dit aux officiers de sortir d'abord mon enfant, car moi, ça va. Quand nous sommes retournés au centre commercial, tout le monde nous regardait avec peur et suspense. Les policiers négociaient, mais l'homme, un détenu en fuite, ne croyait pas un mot. Ma femme a crié depuis la foule en me voyant. J'étais soulagé de voir Danny avec Julia, mais je savais que ça la brisait. Elle a récupéré son fils, mais mis son mari en danger à la place. C'était comme si sa vie échangeait peur contre peur. Le détenu m'a dit de me diriger vers la sortie sans faire d'idiotie. Une erreur et je lui fais sauter la tête. J'ai acquiescé et commencé à m'éloigner lentement. Les policiers avaient leurs armes pointées sur lui, mais ne pouvaient rien faire car ma vie ne tenait qu'à un fil. Nous allions entrer dans l'ascenseur quand j'ai remarqué cette grande étoile de Noël en métal suspendue à l'intérieur. Une idée a germé dans mon esprit. L'homme m'a frappé à la tête avec le couteau et a crié « Entre !» « Tu viens avec moi, tu te rappelles ?» Je suis entré, mais juste avant que la porte ne se ferme, j'ai vu l'homme narguer les policiers. Il pensait avoir gagné. Sa fierté l'a distrait quelques secondes, et c'est là que j'ai arraché l'étoile du plafond et l'ai poignardé dans l'œil droit avec sa pointe.
il a hurlé de douleur et le couteau est tombé de sa main. Les policiers ont surgi et l'ont plaqué au sol. Tout s'est passé si vite que tout le monde est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Enfin, j'ai retrouvé ma famille. Danny a accouru vers moi. En me serrant dans ses bras, le pauvre petit n'arrêtait pas de s'excuser. « Je suis désolé, papa. Je n'aurais pas dû te laisser. Chut, ne dis pas ça. Tu es sain et sauf. C'est tout ce qui compte. Tu as eu peur? Terrifié. Mais pour toi, je donnerai ma vie entière. Tu me protégeras toujours? Toujours. Je te le promets. » Ce jour-là, j'aurais pu mentir à Danny, lui dire que je n'ai pas peur facilement ou que je suis un grand héros. Mais selon moi, il vaut mieux dire la vérité à nos enfants. Il est préférable de leur faire comprendre que les parents sont aussi des humains et qu'ils peuvent aussi faire des erreurs. Cela apprend à votre enfant à respecter vos décisions. L'an dernier à Noël, quelque chose m'est arrivé que j'essaie encore de comprendre. J'étudie à l'université et j'ai décidé de visiter ma famille au dernier moment, la veille de Noël. Conduire sur l'autoroute en pleine tempête était sans doute la décision la plus stupide de ma vie. Après une demi-heure de conduite difficile, ma voiture m'a lâché sur l'autoroute 9. La tempête s'est intensifiée et en minutes, j'étais bloqué sans réseau à des kilomètres de chez moi, avec le froid qui s'installait. Je suis resté là environ 20 minutes, regardant la neige s'accumuler, cherchant désespérément du réseau tandis que le froid s'infiltrait. C'est alors que j'ai vu des phares percer à travers la tempête. Un pick-up s'est arrêté derrière moi. Il était vieux et cabossé, couvert de guirlandes clignotantes comme si quelqu'un avait dévalisé un magasin discount. Il y avait même une couronne fixée à la calandre, du genre qu'on accroche à sa porte d'entrée. À travers la neige, je distinguais à peine le conducteur. Quand il s'est penché par la fenêtre, j'ai failli rire en le voyant porter un costume du Grinch. « Tu veux un lift, gamin? »« Oui, merci beaucoup. Monte, je ne peux pas te laisser dehors à Noël. » J'ai pris mon téléphone et mon portefeuille avant de monter côté passager. Le camion sentait le nettoyant au pain avec un arrière-goût métallique. Le tableau de bord était couvert de cannes en sucre fixées avec du ruban adhésif. Ouf, merci de t'être arrêté. Pas de problème. On a roulé en silence pendant 1 minute avant qu'il ne parle. Tu sais ce que je déteste à Noël? Quoi? Toute cette joie artificielle, ces familles qui font semblant de s'aimer, ces gosses qui hurlent pour des jouets qui seront cassés en 1 semaine. J'ai ri nerveusement. Pas étonnant que tu sois déguisé en Grinch. Il a ri. Je pensais aussi qu'il jouait simplement un rôle. J'ai forcé un petit rire aussi, parce que pouvais-je faire d'autre? Où va-t-on? Ai-je demandé, soudain inquiet, quand il a dépassé le tournant vers la ville. Chez moi, tu es mon invité de Noël, gamin. Ses mains gantées ont serré le volant. Le Grinch n'aime plus le passer seul. Mon estomac s'est noué. En fait, mes parents m'attendent. Laisse-les attendre. Où étaient-ils quand tu étais près de cette voiture en panne, hein? Sa façon de le dire m'a desséché la bouche. Les routes sont dangereuses ce soir, gazouilla-t-il. Mieux vaut rester avec moi, on peut dîner ensemble pour Noël. Je prépare quelque chose de spécial. J'ai vu sa main se diriger vers la boîte à gants. Il l'a ouverte d'un coup. Un couteau s'y trouvait à côté d'une canne en sucre. La lame était sombre de quelque chose qui n'était clairement pas de la rouille. C'est pour découper le rôti de Noël. Je planifie ce dîner depuis des semaines. Mon cœur s'est emballé. Nous ralentissions, approchant d'un bosquet dense sur le côté gauche de la route. Ni maison ni lumière alentour, hormis les décorations aveuglantes de son camion. « T'as déjà découpé un rôti, petit ?» Il saisit le couteau, conduisant toujours d'une main. C'est un art. Il faut savoir exactement où couper. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tiré le verrou de la porte et me suis jeté contre elle. Elle s'est ouverte d'un coup et j'ai roulé sur la route enneigée. Une douleur a traversé mon épaule et ma hanche en heurtant le bitume. Les feux de freinage du camion sont devenus rouges. Je me suis relevé et j'ai couru vers la lisière des arbres. J'ai entendu le moteur du camion vrombir derrière moi. J'ai regardé en arrière et l'ai vu reculer. Il revenait. J'ai couru dans les bois, grimaçant quand les branches fouettaient mon visage. La neige montait aux genoux et chaque pas semblait impossible. J'entendais le moteur du camion se rapprocher. Puis, les phares m'ont ébloui. Il avait quitté la route et fonçait entre les arbres, à ma poursuite.
Les guirlandes de Noël clignotaient follement quand le camion bondissait sur les racines. J'ai viré brusquement à gauche. Le camion a tenté de suivre, mais a percuté un arbre. Je n'ai pas ralenti pour vérifier et j'ai continué à courir. Mes poumons brûlaient dans l'air glacial. Le camion se rapprochait. Je l'entendais rire par-dessus le bruit du moteur. Le pare-choc était à 3 mètres quand mon pied a heurté une racine sous la neige. Je suis tombé face contre neige dans un banc. Je me suis retourné juste à temps pour voir la calandre du camion foncer droit sur moi. Le camion était à peine à 1 mètre quand des sirènes ont retenti tout près. Des lumières rouges et bleues ont flashé à travers les arbres. Le camion a freiné d'un coup, dérapé dans la neige et s'est arrêté à quelques centimètres de mes jambes. À travers le pare-brise, je pouvais le voir me fixer. Avant de repartir dans l'autre sens, il a sorti sa tête par la fenêtre et crié « Joyeux Noël !» Profites-en tant que tu le peux. Je suis resté là, allongé dans la neige pendant je ne sais combien de temps. Puis, j'ai entendu des sirènes au loin. Un SUV de police est apparu entre les arbres, le projecteur m'a balayé. L'agent a sauté dehors. « Ça va, petit? On a reçu un appel pour un véhicule roulant dangereusement. Il a essayé de me tuer. Je tremblais sans arrêt. Il portait un costume de Grinch et il avait un couteau. Ils ont retrouvé ma voiture là où je l'avais laissée, sous la neige, avec des traces de pneus menant dans les bois. Mais le camion avait disparu. Les policiers ont dit qu'ils patrouillaient près d'ici suite à des signalements d'un camion décoré conduit dangereusement. Ils ne l'ont jamais trouvé, malgré les nombreux témoignages d'autres conducteurs disant qu'un camion couvert de lumière de Noël les avait suivis sur des kilomètres avant de disparaître. Ils n'ont jamais retrouvé le couteau, le costume, ni aucune preuve de son existence, hormis les traces de pneus et mes bleus. Je ne conduis plus la veille de Noël. Je déteste même voir des lumières de Noël sur les voitures. Et chaque fois que je vois quelqu'un en costume de Grinch, même dans un centre commercial avec des enfants, je m'en vais, car je sais qu'il rôde encore, dans son vieux camion aux lumières clignotantes, cherchant des victimes qui ne rentreront jamais. J'ai grandi ballotté entre foyers d'accueil. Alors quand j'ai enfin obtenu mon diplôme d'infirmière à 26 ans, travailler à la résidence Meadowbrook me semblait parfait. Je savais ce que c'était de n'avoir personne et je voulais être là pour ceux qui se sentaient seuls. La plupart des résidents étaient adorables. Certains étaient un peu confus parfois, mais ils riaient et vivaient, sauf Bob. Il avait 68 ans et restait généralement solitaire. Son dossier mentionnait des épisodes psychotiques occasionnels, mais les rares fois où je m'étais occupé de lui, il semblait normal. La veille de Noël, Marion, la directrice des activités, avait organisé une fête. La famille de chaque résident avait envoyé des cadeaux, et nous étions tous réunis dans la salle commune pour les distribuer. C'était censé remonter le moral pendant les fêtes. La fête a commencé à 18h. Les résidents étaient assis en cercle, s'échangeant des cadeaux et riant au son d'un vieux Bing Crosby qui passait dans les haut-parleurs. Bob était assis face à moi, immobile comme une statue, avec un léger sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Madame Patterson a ouvert son cadeau en premier. Sa fille lui avait envoyé une jolie écharpe. Rodriguez a reçu des chaussons. L'oncle de Rina lui avait envoyé des livres et des bonbons. Presque tout le monde a reçu des cadeaux attentionnés. Puis Marion tendit son cadeau à Bob. C'était une petite boîte dans du papier rouge avec un nœud doré. Sa main tremblait quand il l'a prise. Il défit le papier lentement, comme s'il savait déjà ce qu'il contenait et le redoutait. Quand il souleva le couvercle, son expression changea complètement. À l'intérieur se trouvait une ceinture en cuir pour homme. Elle était voyante et semblait coûteuse. Pendant quelques secondes, Bob fixa la ceinture comme un serpent lové dans la boîte. Puis il hurla et jeta la boîte à travers la pièce. « Bob !» cria Marion, mais il n'entendait plus rien. Il saisit une soignante et la poussa si fort qu'elle tomba au sol. Ses genoux la plaquaient, tandis que ses mains serraient sa gorge. Tout ce temps, il continuait de hurler. Il nous fallut être 3 pour le maîtriser. Même alors, il se débattait, essayant de retourner vers elle. Marion dut demander un sédatif. Ils l'ont traîné dans sa chambre après ça. La fête était terminée. Tout le monde était sous le choc. Jenny avait des bleus au cou, mais disait aller bien.
Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je revoyais le visage de Bob quand il a ouvert cette boîte, la terreur dans ses yeux avant que la rage ne prenne le dessus. Vers 2 heures du matin, j'ai été réveillé par des sanglots déchirants venant de l'aile est. J'ai trouvé Bob dans un coin sombre près du placard, recroquevillé par terre. Des larmes coulaient sur son visage, alors qu'il murmurait le nom de sa femme sans cesse. « Margaret, je suis désolé, Margaret. »« Bob ?» Je me suis agenouillé prudemment, gardant mes distances. « C'est Ruti, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a levé les yeux et son visage s'est effondré. « Il ne me laisse pas oublier, Ruti. Il a promis qu'il ne me laisserait jamais oublier. »« Qui ne te laisse pas oublier quoi ? Mon fils, Karl. Il ne me laissera jamais tourner la page. » Je me suis assise à côté de lui. « Que s'est-il passé, Bob ?» Il se balançait, les bras serrés autour de lui. « L'arrêt cardiaque a emporté Margaret il y a 3 ans. Elle était la seule bonne chose dans ma vie. Et quand elle est partie, il avala difficilement. Karl a empiré. Empiré comment ? Ce garçon était un problème depuis qu'il savait marcher. Il traînait avec les mauvaises personnes, buvait jeune. Il m'a volé plus d'une fois. Margaret prenait toujours son parti, disait qu'il s'en remettrait avec le temps. Après son décès, il n'y avait plus personne pour le retenir. Mon estomac se serra. Il a vidé mes économies en alcool et aux cartes. Quand j'ai essayé de l'arrêter, la voix de Bob devint basse, presque un murmure. Il est devenu méchant, a commencé à me frapper avec sa ceinture. J'étais malade. Il venait ivre, me tirait du lit et me battait avec, disant que je le méritais pour être un père terrible, pour ne pas lui donner assez d'argent, pour être encore en vie alors que sa mère ne l'était pas. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Bob. J'ai essayé d'appeler la police une fois. Il a ri, a dit qu'il me croirait, que j'étais juste un vieux fou atteint de démence. Bob, on doit le dire à quelqu'un. Si Karl te fait du mal, c'est un avocat, Ruti. Il sait exactement jusqu'où aller sans laisser de marque durable et il a convaincu tout le monde que je perds la tête. Bob m'a regardé avec des yeux vides. Chaque Noël, il m'envoie cette ceinture, juste pour me rappeler que Margaret est partie et que je suis à sa merci maintenant. C'est de la maltraitance. Il y a des lois. Personne ne me croira, il s'en est assuré. A fait documenter mes épisodes par mon médecin, a fait croire au personnel que je suis instable. Il construit son dossier depuis des années. J'ai attendu que Bob cesse de pleurer avant de retourner à mon casier et trouver la ceinture que Marion y avait mise. Je l'ai fixée longtemps avant d'appeler la police. Ils sont venus, ont pris nos déclarations et ont saisi la ceinture comme preuve. Mais Bob avait raison. Karl avait vraiment tout prévu. Il est arrivé le lendemain matin en costume coûteux, parfaitement calme. Il a tout écouté avec un petit sourire. Mon père a des épisodes psychotiques documentés. C'est évidemment un délire. Je m'inquiète de la qualité des soins si le personnel encourage ces fantasmes. L'administration a cru à son histoire. J'ai été réprimandé pour avoir causé une détresse inutile et pratiquement forcé de démissionner. Je ne pouvais pas rester là de toute façon, ni regarder Bob en sachant qu'il était piégé et que Karl recommencerait chaque Noël année après année. Je pense encore à Bob dans ce coin sombre, pleurant sa femme décédée, prisonnier du fils qu'elle avait protégé toute sa vie, à Karl qui a fait de son chagrin une arme, à ce vieil homme que personne ne croyait. Parfois, les vrais monstres portent des costumes chers et connaissent parfaitement les lois qui les protègent.